Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Bonjour Christina et ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine, merci de me recevoir sur ton super podcast. Je suis ravie aussi de te rejoindre pour parler d'innovation et tous les sujets qui vont nous tenir en haleine en 2023. Exactement. Est-ce que je peux te demander, Christina, de te présenter brièvement à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, je suis Christina Lazatian, la présidente de Imagine. Donc, c'est un studio d'innovation légale où on travaille sur des sujets de transformation du droit, donc des usages, des actions juridiques, des process, des documents juridiques, bien sûr, sur des enjeux de digitalisation, de conduite du changement. Et on a une équipe d'une dizaine de personnes, notamment des designers, bien sûr, 4 designers avec lesquels on travaille au quotidien sur tous les projets. Et ce qui fait que, ce qui nous différencie peut-être un peu, c'est cette partie-là parce que, on a une phase recherche justement toujours sur les projets qui est assez poussée, où on va, bien observer les besoins, le contexte, les axes de transformation, comment on peut, impliquer tout le monde, toutes les parties prenantes et effectivement, ça c'est surtout bien efficace quand on a, des designers et surtout, des designers un peu sages, comme on peut avoir. On en a un qui, en fait, exerce depuis qu'internet existe, donc des Ah oui, projets, tout domaine, super. il en a vu passer, Ouais. heu et c'est vrai que c'est un gros plus, ça nous aide beaucoup, sur, les nouveaux sujets qu'on peut avoir en droit, mais qui ne sont pas si nouveaux que ça, en fait, dans d'autres domaines. Donc c'est Et très alors, intéressant. quelle est justement ta vision du droit et de la direction juridique de demain? Alors, ma vision, du droit, selon moi, la fonction principale, du droit, c'est de fournir, en fait, une structure pour, nous protéger en tant que citoyens, protéger nos libertés et bien sûr aussi, d'établir des normes, des règles de fonctionnement, pour les relations, notamment sociales et économiques, ce qui va nous intéresser dans le droit et donc, notamment les contrats. Et souvent, hein, à la faculté de droit, on nous a beaucoup parlé de cet adage, «Nul n'est censé ignorer la loi», qu'on connaît tous, mais qui au final est un peu une utopie, hein, parce que, effectivement, en tout cas en France, on n'a jamais vraiment fait cet effort de clarté. Le système juridique est très complexe. Hem, les lois, les règlements, tout le système juridique en fait, est assez difficile à comprendre et à appréhender et notamment pour les non-juristes. Et pourtant, dans le monde, on a beaucoup d'exemples de gouvernements qui justement, par exemple, adoptent, l'approche du langage clair pour déjà la rédaction, de leurs lois et règlements comme la Nouvelle-Zélande, en Norvège, les Pays-Bas et même certains États, aux États-Unis. Donc effectivement, pour moi, donc la fonction justement du droit telle qu'elle devrait être, donc claire, accessible, pour qu'on puisse justement, utiliser en fait, tous nos droits et connaître aussi, bien nos obligations au quotidien, en tant que citoyen, mais aussi, dans le cadre justement, des entreprises. C'est assez, compliqué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va avoir justement l'apparition, hein, du legal design, de nouvelles démarches pour accentuer la compréhension, pour accompagner justement dans la transformation des actions, pour les rendre plus efficaces, plus engageantes, plus user-friendly, voilà tout ce que va nous permettre justement, la démarche, design. Et donc sur la direction juridique, à proprement parler, direction juridique a souvent été, considérée comme une activité support et un centre de coût jusqu'à, voilà, il y a quelques années et c'est encore, hein, le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça devrait être, en tout cas, selon moi? En fait, selon moi, ça devrait être vraiment un service, qui collabore au quotidien avec, notamment la direction générale et sur tous les projets, qui participent, par exemple, au CODIR,
Combien de fois on vient nous voir justement sur, des besoins, en legal design. On nous dit: «Ben, dans nos besoins, voilà, on aimerait que vous nous aidiez, à ce que la direction juridique devienne, force de vente, auprès de la direction générale, qu'on devienne, un acteur central du développement de l'entreprise». Et donc pour cela, bah, forcément, il faut que la direction juridique intègre, hein, tous les enjeux de développement, d'innovation, d'expérience client, dans son cahier des charges, en tant qu'objectif, essentiel de fonctionnement. Et ça passe forcément par une, approche business, par, justement cette, dynamique en fait, globale d'innovation qu'on va rechercher, et donc d'aligner les différents besoins tant, en termes d'entreprise, et donc d'essayer en fait d'aligner les différents besoins pour, justement avoir cette posture globale et une marque, une image de marque en fait qui favorise, ben, tous les enjeux de transparence, d'éthique, d'expérience client qu'on peut rechercher aujourd'hui. Et je pense que les cabinets d'avocats, ils évoluent aussi vite que les directions juridiques? Alors je dirais que, au début, je dirais que c'est surtout les, directions juridiques qui s'y sont mises en fait de façon plutôt sérieuse, parce que, elles ont commencé justement à s'intéresser notamment au legal tech, à intégrer en interne pour, faciliter, les démarches en fait, juridiques au quotidien. Donc on a intégré, des outils de contract management, des outils d'automatisation, qui justement ont permis aussi, d'accompagner, en fait, donner un coup de boost, à ces démarches, de, transformation, en interne. Et puis c'est vrai que, là, ces 2 dernières années, on constate que, les cabinets d'avocats s'y sont aussi, hein, pleinement, mis, bah, parce que forcément, ils sont conscients que, du coup, leurs clients, quand ils ont des clients, entreprises, en fait, ont ces besoins-là. C'est assez largement manifesté dans les différentes études qu'on peut voir, notamment, ben, les directions juridiques qui, indiquent, assez, fortement que, la technologie, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel, en tant que, de ce qu'on attend de notre conseil au quotidien. Donc, on va attendre, bah, que notre avocat, en fait, soit aussi, informé sur les outils, sur, des process, qui puisse aussi les intégrer en interne pour être plus productif, pour être plus efficace. Donc ton constat, en fait, c'est ils s'y sont mis à la demande des clients et pas forcément d'eux-mêmes? Enfin, Ce que j'ai constaté, c'est que c'est surtout, en fait, face au constat que les clients, ont des nouveaux besoins. Donc ils ont des nouveaux besoins en termes d'accompagnement, en termes de suivi client. Ils vont justement, chercher autre chose de plus, en fait, une valeur ajoutée que, ben, la simple consultation juridique, donc ben, voilà, là récemment, depuis 6 mois, on est sur un projet, où on accompagne justement un cabinet d'avocats, sur, une digitalisation en fait de leur process et la solution qu'on peut implémenter. Et donc on a mené en fait une phase de recherche qui était très intéressante, parce qu'on a pu, interroger, une dizaine de clients sur, leurs besoins. Et donc effectivement, ben, voilà, ce qui m'avait, assez marqué, c'est, un directeur juridique qui me dit: «Bah, voilà, on en a, un peu assez que, les consultations», par exemple, prenons l'exemple des consultations, sont super, très, voilà, très, complètes, elles peuvent répondre à notre besoin en tant que direction juridique, en tant que juriste. Mais par contre, en fait, je vais perdre, au moins, une demi-journée, moi, ensuite, à retranscrire, en fait, ce document pour ensuite aller le partager auprès de ma direction générale et voir comment on va fonctionner. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, si auparavant c'était assez classique, en fait, que le langage allait être soutenu, que, la structuration, la longueur, des consultations juridiques allait être longue, et que, voilà, le juriste, c'était aussi son rôle peut-être de reprendre, ce qu'on lui, transmettait pour, pouvoir, en fait, le retranscrire dans son environnement. Aujourd'hui, non, on s'attend que, l'avocat soit aussi, compréhensif de l'environnement, de ce qui se passe, et que en fait, on puisse directement retranscrire, un document et le partager, en fait, avec des opérationnels, la direction générale, ou qu'on ait un double service, qu'on ait cette consultation, juridique, par exemple, qui soit complète, qui puisse effectivement remplir, voilà, les besoins de responsabilité. C'est souvent la raison, que les avocats vont avancer pour dire que, voilà, ils mettent, des pavés dans leurs consultations. Et
Et donc avoir un deuxième document, par exemple, qui va justement, être quelque chose d'opérationnel, de pragmatique et qui va être, directement transmis, par exemple, à la direction générale. Donc voilà, D'accord. c'est effectivement, en fait, pour moi, c'est surtout, face aux besoins constatés et puis, bien sûr, on est sur un environnement, concurrentiel de plus en plus. Ils se sont rendus compte aussi avec les legal tech, hein, qui ont pris beaucoup de parts de marché et puis quand on voit, hein, aujourd'hui, par exemple, ChatGPT, je pense que tu as pu tester et te rendre compte, à quel point, c'est, révolutionnaire et en fait, ça transforme la pratique et on se dit: «Ben, si, voilà, un outil comme ça, répond à des, questions qu'on pourrait, en fait, poser à notre avocat, bah, ça va être quoi aujourd'hui la valeur ajoutée, du coup, d'un avocat?» On va parler un peu de Imagine. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quand tu l'as créé avec, Carole, je crois, et quels services vous offrez? Imagine existe depuis, à peu près 4 ans, qu'on travaille du coup, au quotidien, avec Carole, donc qui est mon associée et comme je disais avec une équipe de designers, développeurs. S Nos clients sont principalement des directions, juridiques, des directions innovation marketing également, parce que ça nous est, déjà arrivé à plusieurs reprises de travailler en fait avec la direction générale et ensuite on monte un groupe de travail et donc la direction juridique est bien sûr intégrée dedans, mais la chefferie de projet se passe plutôt avec, les directions innovation marketing. On travaille aussi avec, les cabinets d'avocats et les cabinets d'expertise comptable. Forcément, on va avoir des offres de prestations d'accompagnement et des offres de formation et de coaching, qui vont en fait, dépendre, du besoin manifesté justement. Donc en fait, notre approche ne sera pas la même sur, une demande de digitalisation de process ou un redesign de contrat ou de conditions générales, par exemple. Parce que, on va analyser justement la demande, on va essayer d'observer en fait la bonne méthode à adopter, les différentes justement, stratégies qu'on peut mener, pour arriver, à un impact en fait, qui puisse être, positif sur un long terme et parfois, ça va nous arriver que la demande initiale du client, hem, n'est pas forcément celle qui va répondre justement à la problématique qu'ils vont nous poser. Donc nous, on va en fait essayer de reproblématiser avec eux, et leur proposer en fait, un plan d'action, qui leur permettra justement d'atteindre, leurs objectifs. Donc notre fil rouge, hein, c'est toujours, l'impact, qu'on peut générer, derrière et la mesure des KPI. On va travailler, avec, les méthodes agiles, heu, impliquer les différentes parties prenantes, et justement essayer de véhiculer et de créer cette expérience utilisateur positive, que ce soit en interne ou en externe, en fonction des enjeux, sur lesquels on va travailler. Et jusqu'où vous allez dans l'accompagnement de projet, justement? Alors, ça va être très dépendant des projets, donc sur, des, prestations, par exemple, on va, commencer, voilà, par exemple, je donne, l'exemple d'un contrat. On va pouvoir accompagner justement, nous, sur, le redesign complet du contrat. Donc en fait, on va commencer par, identifier justement les besoins de transformation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas, que c'est pas lu, qu'on a beaucoup trop d'appels avec le service client? Est-ce qu'il y a des difficultés aussi dans la collaboration entre les différents services qui vont avoir justement un lien avec, ce document contractuel? On va travailler donc, avec eux en fait, pour déployer, la démarche, design, jusqu'à, son implémentation et après on peut accompagner à l'implémentation. Donc là, par exemple, on a travaillé sur, un contrat santé où le contrat est prêt depuis 6 mois et là depuis 6 mois en fait, on travaille avec, un groupe projet sur son implémentation. Donc on réfléchit comment l'intégrer en fait dans l'environnement, technique parce que du coup, étant donné que c'est des, milliers de contrats générés tous les jours, en fait, ils ont, un outil d'automatisation et donc l'idée, c'est, de se demander, quels sont en fait les niveaux, par où on commence pour l'implémenter? Si on doit automatiser, qu'est-ce qu'on doit faire et comment en fait, on va pouvoir automatiser? Et puis, ce qu'on fait aussi dans ce cadre, c'est on peut proposer une mission, d'appropriation et en quelque sorte de transfert en fait de compétences où, après, l'équipe projet avec laquelle on a travaillé prennent en main, en fait, un autre projet, un autre contrat, par exemple et nous, en coach, on les accompagne justement à intégrer cette nouvelle méthode en interne. Donc on est d'abord, forcément, c'est nous qui, sommes, aux commandes, hein, au début pour, délivrer cette première
ce premier projet pilote et ensuite on peut leur proposer justement d'inverser et donc de leur passer les commandes et nous on est en fait en coach pour les accompagner, pour, ensuite avoir un guide de méthodo en fait qui permet justement d'être leur nouvelle méthode, nouvel usage de production, d'un, document contractuel par exemple. Et dans ces cas-là, vous êtes, j'imagine, dans l'entreprise avec les équipes, vous passez du temps avec eux et vous êtes là à temps plein ou vous êtes là, vous prévoyez un planning ou comment ça se Oui, en passe? fait, on fixe une roadmap, et en fait des réunions, hebdomadaires qu'on va fixer, ben, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en fonction, hein, des objectifs, qu'on va avoir, sur le projet et donc on fixe en fait, une roadmap avec les différentes étapes. Donc là, par exemple, sur ce mois-là, vous allez avoir la partie, entretien utilisateur avec, votre base client. Donc ben, vous allez recruter des clients, par exemple, pour les interroger et leur demander, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs points de frustration et donc du coup, en fait, on fixe vraiment des paliers. Les paliers sont clairs et déterminés du début à la fin. Comme ça aussi, ils ont en fait, une vision claire et précise de leur calendrier, de leur bande passante et du temps qu'ils doivent consacrer. C'est très important parce que dans les entreprises, en fait, on a souvent beaucoup de projets et justement pour, en fait, permettre, d'embarquer toutes les équipes, hem, de façon efficace, il faut que en fait, le fonctionnement, le process soit clair dès le début et qu'ils puissent justement, ben, voir que c'est quelque chose de concret qui va voir le jour et que c'est pas un énième projet qui va ensuite être abandonné ou mis de côté. Oui, donc vous faites vraiment là aussi de la gestion de projet et du coup, est-ce que ça vous est arrivé, j'imagine, que les équipes soient pas forcément, alors impliquées oui, mais qu'il y ait des dérapages de délai parce qu'ils sont pas disponibles, parce que, comment vous gérez ça? En fait, c'est pour ça que c'est très important, la partie cadrage de projet et ce qu'on fait dans cette partie, justement, c'est qu'on intègre dès le début, toute l'équipe projet, donc ben, toutes les parties prenantes qui vont intervenir. On va avoir un chef de projet interlocuteur unique, avec lequel on va vraiment échanger au quotidien. Mais l'équipe projet est, embarquée dès le cadrage, en fait, dès le kick-off, pour leur montrer comment on va fonctionner. Donc dès le début, en fait, ils ont une vision précise du temps qu'ils vont devoir consacrer et de leur disponibilité. Oui, donc ils doivent s'impliquer et s'engager au début, voilà. C'est ça et C'est un peu et les prémices, quoi. c'est ça et puis après, ce qui aide aussi, dans ces cas-là, c'est, ben, d'avoir la direction, justement qui est impliquée, qui est force de proposition et qui en fait leur indique, ben, c'est un projet important, que c'est un projet qui peut justement transformer les choses pour l'entreprise et que, voilà, ça sera, c'est vraiment un projet qui peut être, pilote et essayer de créer aussi en fait une dynamique d'équipe, pour la suite. Donc ça peut aussi, aider en fait à avoir un peu plus d'implication effectivement. C'est vrai que sur ce projet-là, qu'on a mené, bah, au début, c'était très compliqué quand j'ai fait ma 1re réunion. Bah, en fait, j'ai toute l'équipe qui m'a dit, bah, en fait, ça fait, 30 ans que les enjeux de lisibilité des contrats santé sont à l'ordre du jour. Ça fait 30 ans qu'on essaye de faire des choses. Enfin, qu'est-ce qui va en fait changer cette fois? On n'a pas envie, d'avoir de nouveau, Tu avais pas un du tout la pression, quoi. c'est ça et donc qu'est-ce qui va changer cette fois? Alors, du coup, ce qui était, assez efficace aussi, c'est qu'en fait, j'avais monté un binôme avec, une personne, une consultante qui, en fait, avait travaillé dans les assurances depuis 30 ans et qui ensuite a monté une start-up, à côté sur d'autres sujets, mais qui, en fait, accompagne, beaucoup les entreprises encore aujourd'hui, et notamment les directions générales et donc en fait, ben, on a réussi à créer un beau binôme, de justement, hein, d'un partage, en fait, d'expériences et de compétences qui a fait que, pas à pas, on les a rassurés, on leur a dit: «Ben, vraiment là, on va prendre les choses dans l'ordre, on va essayer, voilà, de ne pas, en fait, se focaliser sur les contraintes». Parce que ce qui peut être, en fait, un frein dans ce type de projet où on va vraiment transformer les choses, c'est que, on va se concentrer sur les contraintes. Donc par exemple, de se dire: «Ben, voilà, on est très, très limité par nos outils techniques, qui font que, ben, voilà, nous, on nous avait dit, ben, on a, écrit, ce terme-là en 3 mots en le réduisant et ce qui a fait qu'il était incompréhensible parce qu'on n'a pas de place avec notre logiciel pour l'écrire autrement».
Donc à partir de là, c'est vrai que si on réfléchit dans ce sens, on peut pas faire grand-chose. Donc on leur a dit: «Bah, en fait non, la direction, nous a laissé vraiment libre cours à notre imagination. On peut vraiment aller aussi loin qu'on le veut et l'aspect technique, les contraintes, les difficultés, on les verra dans un, 2e temps, et on verra en fait comment on peut les régler». Et Ouais. donc quand on a changé en fait, un peu ce mode de fonctionnement et qu'on leur a dit: «OK, maintenant on va essayer de faire, du mieux que possible. On va essayer d'être créatif et surtout de s'adapter à ce que, en fait, vos clients partagent et ce qui ne leur, va pas». Et donc c'est vrai que ça a tout changé à partir de là parce que du coup, on a fait, étape après étape. On a pris en compte aussi leurs réticences et leurs difficultés et le fait qu'ils nous partageaient, ben, qu'ils avaient déjà essayé à plusieurs reprises, qu'ils n'avaient pas envie de perdre du temps. Et c'est là que le rôle aussi de chef de projet dans l'entreprise est très important et qu'il faut choisir un chef de projet qui va avoir en fait, une vision globale et qui a l'habitude de travailler un peu avec, les différents services d'une entreprise. Donc, les juristes, les techs, bon voilà, qui a l'habitude au quotidien en fait, de travailler avec tout le monde parce que du coup, elle va avoir, cette personne un rôle de fédérateur et elle va pouvoir, voilà, contribuer en fait, à la réussite du projet. Donc, il y a beaucoup de petits Ouais. paramètres qui font que, un peu Bah, plus c'est vite que qu'on oui, essaye, c'est ça qui va faire la réussite du projet, ouais, mais tu as raison. Ah oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous donner des un ou des exemples de digitalisation de process avec le legal design? Ce que vous avez fait vous, par exemple? oui, bien sûr. Alors, la digitalisation de process, on peut travailler sur différentes choses. Bien sûr, on peut travailler sur, les interfaces utilisateurs qu'on va créer, donc des applications, des sites web qu'on va, créer pour justement transformer un usage, en un usage, plutôt interactif qui va aider, justement à faciliter les actions, les rendre plus efficaces, plus engageantes. On peut aussi intégrer, la gamification, l'automatisation, du contract management, des chatbots, des assistants virtuels. Donc, la digitalisation, je dirais qu'on peut digitaliser n'importe quel process. Ce qui est important, c'est, justement de se demander, c'est quoi en fait les premiers process, qu'il est essentiel de digitaliser? Parce qu'en fait, c'est les premiers points frustrants justement de nos utilisateurs ou de nos clients. Moi, j'ai un exemple justement sur ce sujet qui intègre un peu, voilà, tous les process, qu'on peut digitaliser, qui est assez intéressant parce que, ça touche en fait le suivi de la relation client, qui est un défi aujourd'hui, notamment pour les cabinets d'avocats. Et en fait, on a accompagné justement sur ce sujet, un cabinet, qui en fait avait envie de digitaliser des process et qui était venu nous voir, en disant: «Bah, voilà, on sent que, nos clients ont besoin justement d'une, relation plus digitale sur certains sujets, qu'on soit plus efficace sur certains points et donc on aimerait intégrer un outil de contract management et un chatbot, pour justement répondre à ce besoin». Et non, maintenant, on leur a dit, «OK, mais d'où vient, justement ce besoin? D'où, en fait, vous avez identifié ce besoin-là plutôt qu'un autre en termes de digitalisation?» Donc c'est très important sur ce type de projet de ne pas partir, voilà, d'idéaux généraux, de concepts parce qu'on sait que, bah, le contract management, ça peut aider à la gestion, à la production, collaborative notamment des contrats, que les chatbots peuvent, permettre de répondre à des premières questions. Mais c'est très important justement de ne pas partir en fait de ces concepts, et idées générales, pardon, et de se dire, «Mais mes clients à moi, ma cible à moi en fait que j'ai envie de viser, c'est quoi ses besoins?» Et donc, bah, c'est comme ça, en fait, qu'on a travaillé. On leur a montré justement un plan d'action qui permettrait de bien identifier les besoins et de ne pas partir justement dans une solution tech ensuite qui serait développée. Surtout que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement financier. Donc ce qu'on a fait, c'est que, on a travaillé justement avec eux, avec la forme du design sprint. Au départ, on a fait, des entretiens, clients. On a interrogé justement des clients sur leurs besoins, qui étaient en fait dans la cible, qui visait à toucher justement avec un outil comme tel qui sortirait. On a interrogé aussi l'interne pour savoir, ben, c'est quoi eux aussi, leur, ressenti? C'est quoi justement, les difficultés qu'ils peuvent avoir et qu'est-ce qu'ils en pensent en fait de façon générale? Parce que c'est très important de ne pas oublier, sur des projets, voilà, qu'on va créer notamment pour, un client externe,
l'interne parce qu'en fait, c'est l'interne qui va faire en sorte que, ce projet, cet outil fonctionne ensuite dans la relation avec le client. Parce que si, ben, on a de la réticence, et des blocages en interne, on peut créer, le meilleur outil du monde, la meilleure, app du monde qui révolutionne justement, peut-être la relation client. Mais si c'est pas accepté en interne, bah, ça ne fonctionnera pas. Ouais, c'est ça. Alors, tu as parlé de conduite du changement. Oui. Est-ce que tu peux me dire quelles sont pour toi les grandes tendances dans les directions juridiques dans leur conduite du changement? Qu'est-ce que tu pressens toi pour, 2023-2024? Pour moi, effectivement, la transformation numérique, on va dire, avec, l'intégration des techs, pour plus de performance, je pense que ça, voilà, ça va être, la suite. Ça a déjà pas mal commencé pour, une partie des directions juridiques, mais, je pense que c'est quelque chose qui va s'accélérer et en fait, continuer à se mettre en place, sur, les prochaines années. Je pense aussi qu'effectivement, et c'est quelque chose, hein, qu'on constate, au quotidien dans les demandes, cette approche plus stratégique et proactive de la direction juridique, ça va être aussi quelque chose, d'important pour justement, ben, prendre en compte, en fait, les questions juridiques et les risques, en lien avec, les enjeux, de la société, être un acteur plus stratégique, voilà, s'intéresser aux enjeux d'innovation, de transformation des usages et aussi, ben, réfléchir de façon, en fait, globale à des enjeux d'éthique, de transparence, d'éco-conception, d'inclusion numérique. Donc ça, c'est des sujets, qu'on traite beaucoup, de plus en plus, notamment en lien justement avec, les outils tech qu'on peut intégrer. Ben, nous, on a déjà eu, beaucoup de demandes et là, c'est plutôt des services, publics en fait, qui en fait, sont très, friands notamment de s'intéresser aux nouveaux, modes de conception, donc d'éco-conception, et ils nous demandent justement de travailler sur ces sujets. Donc, c'est ce qu'on fait aussi au quotidien sur, les différents projets. On va avoir notamment des outils digitaux et puis la troisième tendance peut-être, la collaboration des équipes, au sein de la direction juridique, apprendre à travailler avec les autres, tant en interne, donc les autres juristes, mais aussi créer des process efficaces à l'échelle de l'entreprise, avec les autres parties prenantes, donc les opérationnels, la direction générale pour en fait, avoir plus de liens et mieux collaborer, mieux, produire au quotidien. Je pense que c'est, extrêmement, nécessaire de créer en fait, des process, pas que en interne, à l'échelle justement de l'équipe avec laquelle on travaille, mais, avec toutes les autres équipes, également. Est-ce que tu peux nous donner, pour toi les 3 caractéristiques du secteur alors cette fois du legal design précisément? Avant de donner, les 3 caractéristiques, j'ai effectivement pas eu le temps de dire, ce qu'est le legal design pour nous. Et comment on travaille en fait avec les différentes, méthodes au quotidien. Pour nous en fait dans cette, démarche, hein, d'innovation, on va pouvoir utiliser le legal design. Le legal design, va en fait être axé sur la partie communication, sur la partie, rédaction et le contenu juridique, pour que ce soit un contenu juridique, centré, utilisateur, accessible, clair, engageant. À côté de ça, pour nous, en fait, c'est très important pour avoir une démarche complète, d'innovation et justement à impact, de prendre en compte, en fait, toutes les autres méthodes qu'on peut utiliser, donc les méthodes agiles. J'ai parlé effectivement du design sprint, le design thinking, l'UX writing où on va effectivement, en fait, se focaliser sur l'expérience utilisateur à travers les mots. Donc, c'est toutes ces méthodes qu'on utilise et qui font qu'en fait, une démarche va être complète et efficace à la fin. Sur le legal design, à proprement parler, pour moi, les 3 caractéristiques, ben, la première, la plus essentielle, c'est le centrage utilisateur. Se concentrer, en fait, sur l'utilisateur final pour qui on produit au quotidien. La personne qui va toucher, de la main, en fait, le produit, le service, l'exploiter, devoir l'utiliser dans son quotidien. Donc ça peut être, ben, l'usager d'un service public, l'opérationnel dans l'entreprise, le client, pour les cabinets d'avocats. Donc en fait, la personne va réellement profiter de nos produits et services, il faut que, on soit réellement empathique, vers cet utilisateur et que, on parte pas en fait d'idées, reçues et qu'on les valide au quotidien, à chaque stade en fait de réflexion qu'on va avoir. Ce qui est compliqué, c'est, mettre le pied dedans.
Combien de fois on nous a dit: «Ben, oui, mais le client, on veut pas le déranger, il a pas le temps, il va se demander: "Mais pourquoi on lui pose ces questions?" Ouais. Et en fait, non, ils sont très heureux. À chaque fois, voilà, on a essayé de pousser parce que c'est vrai qu'on dit qu'on travaille pas autrement. Donc c'est soit comme ça, soit on veut pas les accompagner parce que pour nous, cette partie, en fait, sans cette partie, ben, on fait du maquillage, quoi. Enfin, c'est le côté, voilà, plutôt visuel, où, on va pas chercher, de l'impact et de faire, de la réelle transformation, du réel changement. Ouais. Donc du coup, on les pousse un peu et quand ils le font, bah, après ils sont très heureux. Ils nous disent: «Bah, c'est cool qu'on recommence, quoi». Parce qu'ils se rendent compte, réellement, ça change les choses et en fait, quand on compare justement une approche où on va pas avoir la phase, recherche de centrage et où on en a une, mais en fait, c'est, des solutions complètement différentes. C'est pour ça, bah, du coup, j'en viens, à la deuxième caractéristique, c'est l'innovation. Parce que du coup, si on a cette première caractéristique du centrage utilisateur, de l'empathie, qu'on applique réellement, bah, c'est là qu'on peut créer de l'innovation parce que nos solutions vont réellement être adaptées, en fait, pour résoudre, des réels défis juridiques, modernes qu'on va avoir, pour sortir, voilà, des sentiers battus, avoir une ouverture d'esprit et puis, bah, peut-être la troisième caractéristique qui, en fait, un indispensable, je dirais, pour, mener cette démarche, c'est, la collaboration, l'approche multidisciplinaire. Ça touche autant l'équipe qu'on va constituer. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait que, sur n'importe quel projet, il faut pas, en fait, s'entourer uniquement de juristes et de ceux qu'on connaît, avec qui on produit au quotidien. Mais il faut vraiment intégrer les autres parties prenantes, des commerciaux, la direction achat, le marketing. En fait, toutes les personnes avec qui on évolue au quotidien, c'est très important de les impliquer, même si c'est pas, au même niveau que les juristes, parce qu'ils ont pas le temps, ou, voilà, en fonction des caractéristiques du projet qu'on va monter. C'est important, en fait, de les consulter ou de les impliquer à certaines étapes, du projet. Selon nous, c'est vraiment ça qui va faire la réussite du projet, de travailler tant avec les parties prenantes internes et aussi de ne pas oublier que parfois, ben, il est indispensable, en fait, de rajouter des compétences pour, travailler en fait avec des personnes qui ont justement l'habitude de résoudre des problèmes d'usage au quotidien comme, les développeurs, les designers, ben, surtout les designers, les ingénieurs. Enfin, ça dépendra vraiment du sujet qu'on traite et l'environnement dans lequel on est, mais il faut pas, voilà, se dire qu'on peut tout faire de notre côté. Parfois on a besoin Ouais, collaborer toujours avec les autres, quoi. la collaboration, effectivement, je l'ai vraiment noté comme ça, collaboration, point. Troisième caractéristique et je pense que Ouais, c'est vraiment. déterminant. Bah, écoute, j'ai été ravie que tu viennes, nous expliquer tous tes projets, imagine, et comment tu travailles au quotidien avec ton équipe. Ça m'a fait très plaisir et puis je te dis à très bientôt, Christina. Ben, merci beaucoup, j'ai été également ravie. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast, rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!